Alors, comment avez-vous été amené à l'enregistrement du disque de John Lennon? Oui, bien écoute, on se situe en 69, d'une part. John Lennon, c'était la guerre du Vietnam. Évidemment, lui s'objectait profondément à la guerre. Et ce qu'on en sait, c'est qu'il voulait créer un bed-in, justement, pour s'objecter à la guerre. Il était parti, je crois, en Hollande, où il a essayé de le faire là-bas. Mais pour une raison quelconque, ils n'ont jamais parvenu à avoir l'intérêt international des médias. Et après cela, il est parti aux Bahamas, curieusement parlant, on ne sait pas encore pourquoi. Il est parti pendant 2 jours, je crois. Puis c'était, j'imagine que parce que les Bahamas étaient tellement près des États-Unis qu'il a cru qu'il y aurait une meilleure communication au niveau des médias, mais ça ne s'est pas passé. Et là, il s'est ramassé à Montréal, tant mieux pour nous. Et à ce moment-là, de mon côté à moi, je travaillais, j'étais déjà, moi je suis de formation musicien, technicien de son, propriétaire de studio et réalisateur. Et déjà, ma carrière était fortement partie parce que je travaillais beaucoup avec les gens d'underground à New York. Et j'avais fait quand même des disques qui avaient vendu beaucoup, incluant aussi des disques au Québec de Lemberg, de Charlebois, et aussi un disque qui est reconnu comme un des plus grands disques québécois, de Jaune, de Jean-Pierre Ferland, malgré que ça n'avait pas très marché très fort en France, mais c'est une question de timing, je crois, à cette époque-là. Alors, je travaillais aussi, je faisais beaucoup de travail pour Capitol, la compagnie de disques, qui était le distributeur de Apple, qui était le label des Beatles. Et quand ils ont eu une consultation ensemble, parce qu'ils étaient à Montréal, et ils avaient quand même, c'était populaire à Montréal, les radios et tout ça, ça roulait tout le temps, que Lennon était là, il avait son bed-in et tout, mais ça touchait pas grand monde finalement, ça créait pas un impact intéressant internationalement. Alors, il a eu la brillante idée de créer une chanson. Ils sont mis ensemble, eux, son clan, là. Ils ont dit, oui, mais qui on peut appeler pour enregistrer à l'hôtel? Et ils ont pensé à moi, évidemment, d'une part parce que je travaillais beaucoup pour Capitol, mais aussi j'avais quand même une très, très forte réputation déjà à cette époque-là. Alors, j'ai reçu l'appel, j'avais un problème énorme parce que on enregistrait en 4 pistes, c'était déjà un grand luxe. Aujourd'hui, on parle de 1000 pistes, puis bon. Et ces magnétoscopes étaient immenses, c'était la grosseur d'un frigo finalement. Alors, le mien était, j'avais une production que je faisais un ballet à la Place des Arts de Tommy, vous savez, l'opéra rock des Who's. Et ma 4 pistes était là, alors j'étais coincé. Parce que trouver une 4 pistes à cette époque-là, c'était relativement rare. Et personne ne voulait les bouger aussi, c'était immense. Bon, enfin, j'ai parvenu à en louer une chez mon compétiteur RCA Victor. Et là, je suis arrivé avec ma gang au Reine-Élisabeth. À ce moment-là, je suis arrivé là, c'était vraiment le bordel, c'est le vrai mot, là. On aurait pensé avec le groupe, vous savez, les Beatles et tout ça, d'avoir pensé que ça serait bien organisé et tout. Et c'était pas comme ça du tout, du tout. Tout le monde s'infiltrait assez facilement. D'ailleurs, il y en avait qui se créaient des press pass fausses, puis s'introduisaient dans la place, enfin. Et Lennon, c'était un peu hors de contrôle aussi, parce que lui, il voulait avoir le maximum de presse. Alors, c'était vraiment, en bon anglais, un peu loose, comme on dit, un peu... euh, enfin, pas vraiment organisé. Alors, j'arrive là-dedans, il me regarde. Et je croyais qu'ils étaient pour me donner des directions. Tu sais, on va écrire, j'ai écrit telle chanson, on va enregistrer. Absolument pas. Il me regarde dans les yeux, on s'est regardé. J'avais quand même 3 ans plus vieux que lui.
Et moi, je venais d'un milieu du jazz. Alors, tu sais, moi, c'était avec Gil Evans, Miles Davis et tout ça. Alors, même si j'avais un grand respect pour les Beatles et ce qu'ils faisaient et tout, je n'étais pas nécessairement un fan. Alors, moi, j'étais là pour faire un travail sérieux. Et je pense qu'il avait senti ce côté professionnel de moi, où je n'étais pas émerveillé du fait que j'étais là avec John Lennon. J'imagine que c'était la même chose quand il travaillait avec George Martin, parce que George Martin était aussi une personne qui était très large musicalement et qu'il n'avait pas nécessairement une préférence de style de musique. Alors, il m'a laissé liberté totale. Il s'est concentré sur refaire des paroles, sur des feuilles ici et là qui accrochaient un peu partout. Et là, il y avait toutes sortes de monde là-dedans. Il y avait des Krishna qui étaient de l'époque hippie, si tu veux, qui jouaient des tambourines, qui faisaient des cloches, des clochettes et tout. Il y avait des gens qui chantaient mal, il y en avait des gens qui ne chantaient pas. Il y avait des gens qui frappaient sur les portes, il y avait des gens qui frappaient sur les cendriers, il y avait à peu près n'importe quoi. Et évidemment aussi, la chambre n'était pas propice à l'acoustique parce que le plafond était très bas, d'une part. Il y avait trop de gens et trop de bruit. C'est comme mettre un gros parleur dans une petite boîte. Alors, les micros sont sensibles à ça. Alors, d'essayer de préserver quelque chose de viable, c'est à peu près impossible. Alors, quand j'ai vu ça, j'avais quand même 4 pistes. J'ai dit, je vais sauver la voix de John Lennon et sa guitare. Il avait aussi invité Smutter, c'est quoi son premier nom? Tommy Smutter, voilà, qui étaient les Smutter Brothers. Les Smutter Brothers étaient 2 très populaires artistes, comédiens, musiciens, qui avaient un grand show aux États-Unis à l'époque, et ils étaient anti-guerre, eux aussi, anti-guerre du Vietnam, et ils avaient perdu leur show aussi. Alors lui, il s'est présenté avec sa guitare. Alors ils ont fait une répète, et là, il a indiqué à Smutter de jouer d'une différente façon, comme on appelle en anglais strumming, à place de jouer fingerstyle, qui jouait plutôt le ching, ching, ching strumming. Ça, alors, ils ont fait un take comme ça. Il a fait quelques petites corrections et on a fait qu'à peu près 3 takes. Et il a fait sortir les gens. Il l'a écouté. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il dit, pas très bon, hein? Il dit, pas vraiment. Évidemment, parce que les conditions étaient horribles. Alors, j'ai dit, écoute, je vais retourner au studio, je vais voir ce que je peux faire avec. Ça a été notre secret pendant 40 ans, ça. Parce qu'il n'y avait personne de présent, il n'y avait pas de management, il n'y avait pas Yoko Ono dans l'histoire, il n'y en avait que moi et lui. Et ça a resté comme ça pendant 40 ans. D'ailleurs, je vais mentionner pourquoi 40 ans. Je ne croyais pas que faire ce qu'on appelle du sweetening, d'aller dans un studio et refaire un peu des corrections, pour moi, c'était plutôt un document sonore. Ce n'était pas un enregistrement de musique où on essaie de faire le maximum des choses parce que l'essentiel était là. L'essentiel, c'était la voix de Lennon. C'était l'énergie de Lennon. Et c'était ce petit hook, comme on dit en bon français. Hook voulant dire « All you are saying is give peace a chance ». Ça, là, on n'a pas besoin de rien faire d'autre. C'est comme « Hey Jude », ça, là. « Hey Jude », ils l'ont fait « Hey Jude, hey Jude, hey Jude », on va prendre une demi-heure, là. Et puis tout le monde a dit « Ah, c'est merveilleux ». Alors, il avait trouvé ce hook et il avait mis sur une bande, sur une des pistes, parce que j'avais toujours la piste avec le micro qui était très près de lui.
cette énergie était là. Alors, après ça, il me dit, oui, mais il faut faire le B-side, la face B du disque. Parce qu'à l'époque des 45 tours, évidemment, il y avait une deuxième plage, mais dans ce temps-là, on n'écoutait pas les plages. Le hit était sur la plage A et c'est tout. Et là, j'ai vécu un moment personnel vraiment extraordinaire avec Yoko et lui. Ils venaient de se marier, ils étaient en amour, c'était merveilleux de les voir, c'était comme deux enfants, écoute. Et il était tellement généreux et tellement gentil à son égard. Alors, ils se sont couchés par terre, ou assis par terre devant le lit. Moi, j'étais à peu près 1,5 m avec mes 2 micros, le micro de la voix pour Yoko et le micro pour John à la guitare. Et elle avait toujours été critiquée, elle. C'est elle qui était responsable que les Beatles se sont laissés, enfin tout ça. Et elle chante mal, ils n'ont jamais compris son art véritablement. Et là, elle a chanté cette merveilleuse chanson qui est en falsetto, chantée en falsetto, qui est très, très difficile à faire. Et à chaque fois qu'elle le faisait, elle le faisait de mieux en mieux. Et de mieux en mieux, d'une prise, parce qu'on ne faisait pas de cut and paste, comme on dit aujourd'hui, on peut faire. Et finalement, on a passé 4 heures. Et elle a parvenu à faire un take merveilleux. Ça, très peu de personnes l'ont entendu, mais c'est vraiment merveilleux. Je suis reparti, il faisait jour, là. Il était à peu près, peut-être 7-8 heures du matin. Je suis parti au studio. On avait évidemment au studio plus de capacité. J'avais une 8 pistes. Alors, ça m'a permis de transférer, si tu veux, le 4 pistes en 8 pistes en me livrant 4 pistes additionnelles pour faire ce qu'on appellerait du sweetening. C'est là que j'ai appelé mes copains. J'ai appelé, entre autres, avec ceux avec qui je travaillais à l'époque, Charlebois, Mouffe, qui est moins connu en France, mais très, très bien connu ici, et d'autres musiciens et tout, j'ai dit, venez au studio, là, j'ai des voice-overs à faire sur un truc de Lennon. Et ils m'ont cru un peu, ils ont dit quoi, il est malade ou quoi? Mais là, ils savaient qu'à Montréal, ça se parlait, que John Lennon était là. Ils ont dit, sûrement c'est vrai. Ils se sont présentés. Alors là, je savais ce que John Lennon voulait entendre. Il ne voulait pas entendre un disque fait studio, lui, là. Il voulait entendre une ambiance, il voulait entendre l'énergie du monde. Et alors, je les ai replacés en studio, un peu comme ils auraient été dans la chambre même. Et on n'a fait aucune harmonie, aucun trucage. Et là, on a fait 2 pistes de voice-over. On était à peu près 6, alors ça m'a rajouté à peu près 12 personnes, mâles, femelles. Et après cela, ils sont partis. Et là, j'ai dit oui, mais parce que là, ça tapait sur les portes, j'ai voulu, parce que la chanson aussi, elle était martelée, tu sais. Boum, 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 comme ça. Alors, j'ai dit, tiens, je vais lui donner un feeling Beatles. Alors, j'ai été chercher mon bac en caoutchouc d'ordure, là, et parce que je suis percussionniste aussi. Et là, j'étais seul en studio, alors je portais le tape, et j'ai couru, et là, je me suis placé un micro, et si on entend évidemment un genre de zoom, zoom. Ben c'est ça, c'est la bac en caoutchouc, dans le fond. J'ai pris une douche rapidement, je n'ai pas dormi encore, et je suis retourné à l'hôtel. En arrivant à l'hôtel, j'imagine qu'il était 2 heures de l'après-midi, il a fait sortir tout le monde. Il y a toujours, tout ce qui s'est déroulé a été entre lui et moi. Alors, j'ai dit, écoute, j'en ai fait une production différente, soit que vous repartez avec la version originale en Angleterre et vous faites ce que vous voulez, ou bien j'ai fait un truc, écoutez-le. Alors, il l'a écouté, il dit, c'est extraordinaire. Et il m'a donné un crédit formidable qu'on peut voir d'ailleurs sur l'étiquette, qui n'a jamais été fait sur aucun disque,
qui est une carte de visite finalement, qui mentionne l'adresse du studio, la ville et tout ça. Et puis, ça a été mon expérience avec lui. Ce que j'en retiens avec le temps, c'est beaucoup une personne qui était vraie. Juste parce que les Beatles ont fait plein de choses commerciales, ça n'exclut pas toutes les grandes choses qu'ils ont fait. Et c'était parmi les 4 Beatles probablement celui qui était avec le plus de talent aussi. Et je l'ai revu quelques années plus tard à un concert d'Elton John à New York où j'avais été invité au cocktail. Il était là. Et depuis ce temps-là, évidemment, mon studio était devenu très célèbre. Je faisais des grands artistes internationaux, incluant des Français. J'avais produit même 2 disques extraordinaires avec Catherine Lara, Julien Clerc qui était venu, enfin tout ça. Et puis les Bee Gees, on était nommé le meilleur studio au monde avec Air London. Alors, il s'était tenu au courant de ça. Il m'avait dit, je suis tellement attristé de ne pas aller te voir pour enregistrer parce que, il dit, je n'ai pas le droit de sortir du pays parce que c'était à l'époque où il y avait cette histoire avec Nixon qui était sur son cas. C'était absolument incroyable. Alors, les questions qui peuvent se poser aussi sont, est-ce que vous avez pensé qu'au moment que vous l'avez fait, ça aurait eu l'impact que ça a eu? Absolument pas, parce que c'était spontané. Il y a des choses qui se font qui sont grandes des fois, et on ne se pose pas de questions parce qu'on n'essaie pas de les analyser. Mais ça a été évidemment une surprise. Et pourquoi? Parce que le peuple se l'a approprié. C'est ça qui est arrivé. Immédiatement après, à New York, ça a commencé, là. Et dans les rues et tout ça, et ça chantait un peu partout. Et maintenant, il s'est passé 5 ans, et là, 5 ans, on en parlait encore. Et je passais encore des entrevues. Et là, ça a été 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, on en est à 50 ans et 55 ans, voilà. Et c'est encore là. Alors, à la fin de tout ça, à travers les critiques, à travers le tout, qui a eu raison? John Lennon.